Les écrans et les adolescents, une grande histoire d'amour qui vous préoccupe beaucoup pour plusieurs raisons. Alors j'ai eu envie de revenir dessus avec l'intervention d'une psychologue spécialisée dans ce domaine. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Une interview de Marion Haza, psychologue clinicienne et chercheuse. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Marion. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc Marion Hazard, moi je suis psychologue clinicienne et également directrice de recherche au laboratoire PCPP, donc à l'Université de Paris. Donc je dirige des recherches en psychologie. Je suis également présidente d'une association qui s'appelle Caméléon, Clinique Adolescence et Modernité. Je suis également secrétaire générale d'une autre association qui est le Collège international de l'adolescent et présidente de l'Open, c'est l'Observatoire parentalité et éducation numérique. Donc avec toutes ces casquettes, je suis vraiment, assez, portée sur la question, des adolescents et du numérique. C'est génial, vous êtes la personne parfaite pour cette interview aujourd'hui. Alors justement aujourd'hui, j'ai eu envie de revenir avec vous sur le sujet des écrans, car avec l'association justement Caméléon, vous travaillez pour l'application MyTwiga. J'avais interviewé du coup sur le podcast le fondateur Arnaud dans l'épisode 21, donc pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus sur cette application. Et donc du coup, pour nous aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail avec cette application, s'il vous plaît? Oui, alors il y a eu 2 temps. Le premier temps, c'est au départ, la rencontre avec Arnaud, avant que l'application soit mise en place. Mm. C'est-à-dire qu'il m'avait sollicité pour avoir un regard un peu expert, on va dire, sur la question de l'adolescence et du numérique. Et donc j'ai travaillé avec lui sur, la mise en place de certains parcours pour les adolescents, autour, des écrans, du jeu vidéo, de la question de la pornographie et du numérique. Et ensuite, dans un second temps, une fois qu'après, Arnaud a pris en main toute la gestion de l'application, le lancement, la conception, avec, l'association Caméléon, on a monté un partenariat et dans cette, application, il y a un bouton qu'on a choisi de mettre en place pour que les adolescents puissent contacter un psychologue de façon, anonyme et gratuite. Et donc quand les adolescents cliquent sur ce bouton, je fais partie des psychologues de l'association Caméléon qui, répondent. Donc on est vraiment sur un système là de chat, de messagerie, écrite où on répond, dans un délai de 48 heures, maximum. Très souvent, on répond plutôt dans les 2 heures, on va dire, aux adolescents par rapport aux différentes petites questions, qu'ils peuvent nous adresser, avec, bien évidemment, ça vous avez dû voir ça avec Arnaud, l'accord des parents, initialement, mais quand ils appuient sur le bouton, les parents ne sont pas informés du fait que l'adolescent a sollicité, de l'aide ou, a sollicité, quelqu'un pour pouvoir répondre à une question. D'accord, super. Et alors, c'est vraiment génial comme système, je trouve, parce que ça permet justement aux ados de pouvoir avoir accès à quelqu'un de formé, justement, rapidement, et sans forcément avoir besoin d'en parler peut-être avec ses parents, et que ce soit un passage un peu douloureux pour eux. En tout cas, ça permet d'aller rapidement trouver quelqu'un qui puisse les aider. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des sujets ou des questionnements qui reviennent le plus de la part des jeunes qui vous contactent via l'application? Et alors, l'objectif premier, alors il y a 2 premiers objectifs peut-être. Le premier, c'est effectivement d'avoir, un support qui permette à des adolescents directement de pouvoir parler de ce qui leur pose problème. Et ça, c'était notamment lié, au 2e premier objectif, on va dire, qui était de participer à la prévention par rapport au harcèlement. Et on sait que dans les situations de harcèlement, effectivement, très souvent, pourquoi ça peut mal, finir? C'est parce que les victimes restent, muettes et n'osent pas, solliciter quelqu'un. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, sur une application où on parle du numérique, où des jeunes peuvent se retrouver en difficulté eux-mêmes
dans des situations, provoquées par, les réseaux sociaux et les échanges sur les réseaux, par exemple, ou dans les jeux vidéo, que ces adolescents, directement, via le numérique aussi, puissent solliciter quelqu'un. Et à partir de là, c'est vrai qu'on voit que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et là où il y a un écart avec, ce qu'on imaginait, c'est que finalement, les adolescents qu'on touche, on les touche pas ou très, très peu par rapport à la question du harcèlement. Mais les adolescents qui, utilisent ce bouton se sont vraiment, appropriés cet espace de parole avec un psychologue et ils viennent vraiment vérifier à chaque fois, alors pas si on est psychologue, mais qui on est, est-ce que, on est un robot ou est-ce qu'on est une vraie personne? Ça, c'est partie des questions des ados. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'ils veulent pas, se confier à n'importe qui. Mmh. Ils viennent vérifier également que c'est toujours la même personne, qui leur répond. Et nous, notre, philosophie, hein, là, avec, Caméléon, c'est effectivement quand on commence à répondre à un ado, bah, c'est toujours, nous qui allons continuer à lui répondre, qui nous sollicite, bah, dans l'heure qui suit ou, 1 semaine après ou 6 mois après. Ça sera toujours la même personne. Donc il y a vraiment cette continuité qui est importante pour les ados et les thèmes qui ressortent particulièrement sont vraiment, bah, toutes les problématiques, d'adolescents que l'on peut retrouver, de petits questionnements sur, les relations ou les conflits avec les parents. Voilà: «J'en ai marre, mes parents, ils veulent que je fasse ceci ou ils veulent, pas que je fasse cela», enfin voilà. Donc un peu de conseils et d'accompagnement et puis parfois des questionnements, plus intimes, plus personnels, plus profonds, notamment par rapport, à des questions autour de la sexualité, par rapport à leurs relations, amicales, amoureuses également ou encore, par rapport à leur état et notamment des moments de tristesse et donc on a des adolescents qui peuvent, voilà, venir vraiment chercher de l'aide à partir de ce petit bouton. Donc on voit vraiment, l'utilité là dans le cadre de prévention pour éviter parfois à certains adolescents d'aller dans des conduites, plus à risque, passage à l'acte et cetera. Mmh. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup, que l'ado soit un point un peu de, on va dire non-retour, mais que ça soit vraiment, trop profond comme, mal-être et que vous ayez besoin de contacter les parents justement pour, une autre prise en charge? Alors jusque-là, on n'a pas eu besoin de contacter des parents, mais en tout cas, ça fait partie du protocole, hein. C'est-à-dire que si vraiment, on est face à un adolescent qui nous dirait quelque chose, qui ferait penser qu'il est dans un danger imminent ou dans une situation très grave, à ce moment-là, on sollicite, les parents. C'est quelque chose les parents sont informés de ça et les adolescents aussi au départ, quand ils acceptent, hein, d'utiliser ce bouton. Ce qu'on a pu faire alors, la plupart du temps, ce sont des échanges uniquement, par, messagerie, mais, dans des situations un petit peu plus compliquées, on a proposé aussi on propose, des rencontres en visio. Donc là, on peut, faire effectivement des entretiens un peu plus approfondis avec des adolescents et là, parfois, on peut être, un peu en lien ou indirectement en lien avec des parents, puisque quand il y a une démarche, de prise de rendez-vous et que l'adolescent dit, bah, là pendant 1 heure, enfin ou pendant un temps, je vais être, à discuter avec quelqu'un. Dans les situations où ça s'est passé, très souvent, moi j'ai vu que les parents avaient fait un peu des recherches pour savoir qui on était, qui il y avait derrière, ce bouton, qui il y avait derrière Caméléon pour aussi être rassurés, ce qui se comprend, tout Ouais. à fait de la part de parents. Et du coup, quand, l'ado, appuie sur ce bouton la première fois, est-ce que le parent a une alerte ou pas du tout? Non, le parent quand il s'inscrit sur, l'application et quand il propose l'application à son ado, le parent est informé de l'existence de ce bouton D'accord. et il est bien spécifié que, dès le départ, s'il accepte que l'adolescent utilise ce bouton, il ne sera pas notifié à chaque utilisation, ni à la première ni, aux suivantes. D'accord. Hem, donc il donne une autorisation globale, en fait, comme quand on donne une autorisation de sortie, Ouais. pour l'établissement scolaire et que ce soit aujourd'hui ou dans 3 jours ou dans 3 mois, c'est pareil. Donc il donne une autorisation, globale, mais il peut tout à fait aussi utiliser l'application et faire utiliser l'application à son ado en refusant l'usage de ce bouton. D'accord. Apparemment, la au niveau de la gestion, ce que disait Arnaud, c'est que la plupart du temps, les parents quand même, acceptent en se disant: «Bah, oui, c'est de l'aide, donc on va pas forcément refuser ça». Mmh mh. Non, c'est vraiment génial puisque ça veut dire que les ados ont vraiment un espace, de parole, pour eux et avec l'aide d'un professionnel et ça, c'est plutôt, rassurant, je pense, pour les parents. Du coup, vous êtes, chercheuse en psychologie, donc vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure et particulièrement, du coup, sur le sujet, du numérique. Quels sont les enjeux aujourd'hui avec les ados sur ce sujet?
Alors, je pense, peut-être je vais répondre de façon un peu décalée, mais il me semble que la grande thématique qui est à réfléchir, c'est vraiment l'accompagnement que les adultes peuvent faire pour les adolescents et donc je pense que c'est vraiment en lien avec, le thème du podcast sur la parentalité. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, parentalité numérique et ce qui est d'ailleurs l'objet d'une association là, dont je suis présidente, Observatoire parentalité et éducation numérique. C'est-à-dire comment, en fait, en tant qu'adulte, on peut accompagner pour limiter les mises en danger des adolescents. Ça, c'est d'un côté, en se disant que c'est pas parce que les adolescents sont nés avec le numérique qu'ils savent s'en servir et donc là, c'est bien tout le rôle des parents de pouvoir accompagner et accompagner, que ce soit par rapport aux usages, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, enfin, Mmh. tous les espaces, hein, où on peut retrouver les adolescents. Mais d'un autre côté, c'est important aussi, que les parents puissent reconnaître, la créativité des adolescents dans ces espaces-là. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas que, mal et abrutissant, mais aussi voir, les possibilités en réfléchissant, à ces outils qui sont donnés, un peu sans mode d'emploi finalement et que les adolescents vont expérimenter, comme ils sont en plus dans une période où ils font beaucoup d'expériences sur plein de domaines, hein, pour, tester leurs limites par rapport à plein de choses et quitter le giron, quitter, le l'em la relation avec les parents qu'ils ont pu avoir quand ils étaient enfants. Effectivement, ils vont aussi faire des expériences dans le numérique. Donc les grands sujets, actuels, hein, c'est, tout ce qui a trait aux relations entre, pairs, entre adolescents sur les réseaux sociaux, mais aussi aujourd'hui sur les jeux vidéo. Ça va être aussi la question, des images, comment on se met en image, dans tous ces espaces numériques, comment on se met en image et en même temps comment on peut se protéger dans ces espaces. Comment on rencontre d'autres personnes, hein, la question des rencontres amoureuses aussi, aujourd'hui, c'est comment on se limite dans nos usages et ça, c'est une question qui est pas propre, aux adolescents, hein, qui est Mmh. de façon générale dans le numérique et qui concerne aussi tout aussi bien les adultes. Ah, c'est très intéressant. Merci beaucoup du coup d'avoir répondu à cette question. Je pense que je vais aller aussi un petit peu enquêter sur cette association. Je pense qu'elle va beaucoup m'intéresser. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Et on fait aussi, un podcast à destination des parents Super. ciblé sur le numérique, qui s'appelle «Les petites causeries du numérique», avec, des thèmes, particuliers. Donc on a eu, un thème, beh, c'était sur les usages du numérique pendant le confinement, parce que c'était, thème post-confinement. On a eu un autre, c'était, est-ce que les réseaux sont sociaux pour nos ados? Un autre sur, utiliser le numérique en famille et puis là, on va sortir, avant l'été, un épisode sur le harcèlement. Super. Génial. Super belle découverte. Merci beaucoup. Voilà. Alors je sais que vous utilisez aussi les jeux vidéo dans votre métier. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler, s'il vous plaît? Oui, donc j'utilise, le jeu vidéo, moi, en tant que psychologue clinicienne. Alors ça peut paraître, un peu étrange, comme le font remarquer parfois, hein, des enfants qui viennent dans mon cabinet, qui voient les consoles, ordinateurs, la grande télé, et qui me demandent, si c'est pour moi quand ils s'en vont. Mais ce qu'on voit, c'est que le jeu vidéo, aujourd'hui et notamment avec toute la variété de jeux vidéo qui existent, tout le panel, de jeux avec, vraiment des jeux avec des histoires, avec des jeux graphiques, très, très beaux, avec des univers, dans lesquels on peut s'immerger, des musiques, des couleurs, enfin plein de choses qui sont intéressantes à vivre, à expérimenter. En fait, on peut utiliser aujourd'hui le jeu vidéo en thérapie et on est, de plus en plus de psychologues qui commencent à utiliser le numérique, avec des enfants, avec des adolescents pour pouvoir, l'utiliser en médiation, comme on utilise, de façon beaucoup plus ancienne, hein, beaucoup plus traditionnelle, on va dire, des jouets, des Playmobil, des Lego, des différents jeux de société. Avec les enfants quand ils sont petits et qu'ils viennent, consulter un psychologue, c'est pas facile, forcément de parler comme ça en face à face, de dire à l'enfant: «Assieds-toi là et raconte-moi tout ce qui va mal». Mm. Donc on utilise des jeux, on utilise le dessin, enfin, c'est-à-dire des supports, médiatisés et le jeu vidéo aujourd'hui, c'est un outil, c'est un support qu'on peut utiliser également pour aborder, la problématique, des enfants, pour aborder les difficultés, leurs souffrances, leur mal-être. Donc on a ici un outil qui est utilisé ou qui peut être utilisé avec, tout enfant, tout adolescent. On n'est pas là dans un usage qui serait spécifique à ceux qui ont des problèmes avec les jeux vidéo.
qui seraient, des utilisateurs, excessifs, par exemple, et donc je peux utiliser le jeu vidéo en thérapie avec des enfants qui, utilisent très peu le jeu vidéo ou même, parfois, qui ont découvert le jeu vidéo en thérapie avec moi, alors qu'ils l'utilisaient pas forcément, à la maison. L'idée, c'est vraiment, de pouvoir alors, soit, l'enfant ou l'adolescent joue et on regarde ensemble, on commente ensemble, on échange sur, les choix, sur ce qui se passe, soit parfois on peut jouer ensemble, donc je vais être, soit sur des jeux collaboratifs où on va, faire ensemble, travailler sur le lien, sur la relation, sur la confiance, sur, ce que chacun peut faire ou pas faire. On peut aussi parfois être, dans des jeux compétitifs où là, on collabore pas, mais on doit s'affronter. L'objectif, ça va être de voir aussi, hein, comment on peut, alors à la fois être capable, de perdre ou, être capable, au contraire de gagner, d'attaquer l'autre. Parfois, c'est des choses qui peuvent être compliquées pour, certains enfants ou adolescents. Donc, on a vraiment tous ces aspects-là, à la fois, compétitifs, collaboratifs et puis tout ce qui se passe autour du récit des jeux vidéo, qui va être intéressant pour pouvoir, amener les enfants et les adolescents à évoluer et à aller mieux. Génial. Merci beaucoup pour ces explications. Du coup, pour vous, si un ado est, d'après ses parents, trop sur son téléphone ou trop sur les jeux vidéo, que doivent-ils faire? Et s'ils décident de lui confisquer soit le téléphone, soit la console, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur l'ado? Alors, vaste sujet de conflit entre parents, et enfants ou adolescents, surtout ados. Hem, Ce qu'il faut d'abord se poser comme question quand on dit, «Mon ado ou mon enfant est trop sur son téléphone ou sa console», qu'est-ce que c'est ce trop? Hein, c'est-à-dire ça, c'est la première question, à partir de quel moment on juge que c'est trop? Si c'est trop parce que moi j'y suis pas du tout et qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose d'inintéressant et que dès que mon ado ou mon enfant, est sur sa console par exemple, ça m'insupporte, on voit bien que le curseur il est mal calé. Mmh. Donc ce qui va être important, ça va être de repérer, est-ce que mon enfant ou mon adolescent, il garde d'autres activités que le jeu vidéo? C'est-à-dire, le jeu vidéo, c'est une activité de loisir comme, d'autres activités. Si effectivement j'ai cette activité jeu vidéo comme j'ai d'autres activités, je fais, du sport, je fais, de la guitare, je vais voir mes copains, je suis avec mes parents, avec mes frères et sœurs, enfin bref, tout ce qu'il peut y avoir dans la vie, d'un enfant ou d'un adolescent. À ce moment-là, l'utilisation du jeu vidéo, elle n'est pas problématique et elle n'est pas excessive. Donc si je vais, en cours, que j'ai mes activités, sociales, on va dire, normales par rapport à la vie d'un enfant ou d'un adolescent, on n'est pas dans du trop et même chose par rapport au téléphone portable. Hem, donc c'est vraiment ça qui va permettre de détecter si c'est trop ou si finalement ça fait partie des activités possibles. Ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que l'adolescent, il grandit et donc il va y avoir des choses qu'il va abandonner, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que certaines activités de l'enfant, il va les délaisser, certaines activités familiales, il va les délaisser et ça, c'est logique aussi. Donc on ne peut pas se dire, parce que, mon ado, n'est plus, toutes les soirées avec nous ou ne passe plus, tous les moments, avec nous parce qu'il est sur son téléphone ou qu'il joue aux jeux vidéo, c'est trop, hein. C'est important de voir aussi par rapport aux évolutions de l'adolescent, tout ce qui fait partie, du processus de l'adolescence et qui est pas, problématique en soi. Si par contre on se dit: «Bah, voilà, là, mon adolescent, il a plus aucun autre intérêt que son téléphone ou, ses jeux vidéo», ce qu'il va falloir, regarder, c'est vraiment que fait l'adolescent, sur ces supports-là. Quelles activités il fait? Parce que en fait, quand je vois mon enfant sur la console ou l'ado ou l'adolescent sur son téléphone, je l'observe de loin. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce qu'il est en train de faire et donc là, ça veut dire que ce qui va être important, ça va être d'échanger avec, mon enfant ou ado pour savoir ce qu'il est en train de faire. Alors pour l'enfant, on peut se dire que normalement, on ne devrait pas ne pas savoir ce qu'il est en train de faire quand il est, sur sa console parce que c'est plutôt aux parents de pouvoir, savoir quel jeu on lui propose, et cetera. Si, avec un adolescent qui est plus grand, un peu plus autonome dans ses choix, on va dire, dans ses expériences, comme j'ai dit tout à l'heure, là, effectivement, ce qui va être important, ça va être de parler avec l'adolescent pour lui demander ce qu'il fabrique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est,
sur son téléphone, il peut être alors, bien évidemment sur, les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram et cetera. Mais il peut aussi, être en train de lire, un manga, il peut être, sur, le NT, sur le, Pronote, de son établissement, il peut être, en train de, je sais pas, faire une visio avec quelqu'un. Enfin, c'est important de savoir ce qu'il est en train de faire et de la même manière, quand il est sur sa console, est-ce qu'il est en train de jouer? À quel type de jeu? Est-ce qu'il est en train de parler avec des amis? Donc tout ça, c'est important aussi de repérer quelles sont les activités qui se cachent derrière, console et téléphone portable. Le côté social, il est vraiment primordial, c'est-à-dire que, alors quand on est enfant bien évidemment, mais quand on est adolescent encore plus, on a besoin pour grandir de l'étayage et du soutien des autres jeunes, hein, des copains, de la bande, et donc ça aujourd'hui, on le fait aussi via le numérique et quand on est en lien, bah, sur son téléphone portable, avec, les copains, même si on vient de les quitter au collège ou au lycée, ça a toujours été comme ça, hein. On peut se rappeler, même avec un téléphone, avec le fil, comme, avant, bah, ça arrivait, peut-être chaque parent peut se remémorer, à la maison, bah, récupérer ce téléphone et aller dans un endroit pour, continuer, les conversations. Pas forcément parce qu'il y a grand chose à se dire, parce qu'on a passé la journée ensemble, mais pour garantir qu'on est bien en lien et qu'on est bien, reconnu par les autres, comme faisant partie du groupe et c'est ça qui est important, pour les adolescents. Si l'adolescent est avec d'autres, que ce soit à travers, les réseaux sociaux ou à travers le jeu vidéo, c'est un point qui est vraiment très important et ça, par exemple, par rapport à la pratique du jeu vidéo, heu, si l'adolescent est beaucoup sur les jeux vidéo, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'il joue avec d'autres personnes? Est-ce qu'il est en lien avec d'autres personnes? Parce qu'il y a aussi une sociabilité dans le jeu vidéo. On fait des choses avec d'autres, on fait des stratégies avec d'autres, on parle avec d'autres personnes. Donc, c'est pas une activité complètement, auto-centrée et individuelle qu'on ferait tout seul, comme si, je sais pas, je joue de la guitare tout seul dans ma chambre, sans être dans un groupe. C'est pas une activité sociale. Par contre, si je joue avec d'autres personnes, c'est social. Si je joue à un jeu vidéo tout seul dans ma chambre et que je joue avec personne, c'est pas une activité sociale. Par contre, si je suis en lien avec d'autres, ça devient une activité sociale. Donc, ce qui veut dire que si on confisque la console et le téléphone portable, ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout ce qu'on confisque. Si on sait par exemple que son adolescent, sur sa console ou sur son téléphone, il écoute de la musique, il crée des vidéos, il regarde des vidéos, il communique avec ses amis, il lit, bah, ça veut dire que si on confisque tout. C'est un peu comme si, dans les années, passées, on confisquait à la fois, le lecteur, enfin la télé, le poste radio, les sorties, voilà, c'est-à-dire qu'on faisait un pack, on éliminait tout. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête pour savoir si la sanction qu'on souhaite, donner, elle est vraiment de cet ordre-là, c'est-à-dire, isoler complètement l'adolescent et lui enlever, toutes ses activités ou, est-ce qu'il y a des choses finalement qu'on souhaite maintenir? Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Justement, avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, moi, ce qui me semble vraiment important par rapport, à la question du numérique et des enfants et des adolescents, c'est-à-dire la question du numérique quand on est parent, c'est de se dire que, il n'y a pas d'obligation à aimer le numérique. On n'est pas obligé de se sentir concerné par le numérique. Par contre, on est concerné par ses enfants, par ses ados et donc, implicitement, on est concerné par les objets qu'ils utilisent. Ce qui veut dire que même si on s'intéresse pas, on n'est pas obligé d'être, un parent geek. On n'est pas obligé de connaître tous les réseaux sociaux, de jouer aux jeux vidéo pour s'intéresser au numérique. Mais c'est s'intéresser aux objets culturels, puisqu'aujourd'hui le numérique, ça fait partie, des arts, hein, c'est reconnu comme un art, enfin le jeu vidéo en tout cas. C'est s'intéresser à ces objets culturels, c'est découvrir, par exemple avec l'adolescent, des séries, des mangas animés, des jeux vidéo, pour voir un peu dans quel univers aussi il évolue et tout comme on peut le faire avec d'autres activités. Par exemple, je peux ne pas être passionnée de foot ou de judo et pourtant, aller voir, les compétitions, de mon enfant, tous les week-ends, prendre sur mon temps pour ça. Mais en fait, ce que je vais voir, c'est mon enfant, c'est pas le judo ou le foot. Ouais. Donc, par rapport au numérique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, se pencher un peu sur ces thématiques-là pour et avec, les enfants et les adolescents.
C'est génial. Ben, merci beaucoup, en tout cas, c'est un super message. Et pour finir, et comme ça, vous allez pouvoir partir en week-end, parce que oui, vous aussi, vous avez pris de votre temps pour échanger avec moi. Comment pouvons-nous vous contacter? Ou est-ce que vous avez, par rapport à tout ce que vous nous avez proposé en amont, le podcast, les assos, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels on peut suivre un petit peu vos aventures? Alors moi, je suis bien sûr, on peut me contacter assez facilement, par un mail qu'on trouve sur internet, très facilement avec, mon nom. Je suis également sur Twitter, donc c'est, sous le pseudo L'Imaginarium. Également, on peut suivre, différentes actualités auxquelles je participe sur le site donc de l'Open, de l'Observatoire, parentalité et éducation numérique, et notamment, j'anime, différentes rubriques d'un autre podcast, qui est, organisé donc, avec l'Open, qui s'appelle «Les petites causeries du numérique», où on s'adresse, aux parents, aux adultes, même si on n'est pas parent, on peut être concerné par ces différentes thématiques. Et j'anime, notamment enfin 2 rubriques. Une qui s'appelle la geekothèque de l'invité, où j'invite, une personne pas forcément concernée par le numérique, mais pour pouvoir parler, de son intérêt, pour, tout ce qui est, par exemple, jeux vidéo ou séries, enfin donc tout ce qui est, culture geek. Et également une autre rubrique que je co-anime avec un collègue psychologue sur des actualités autour du numérique. Génial, ça a l'air super intéressant. En tout cas, je suis hyper contente du coup de cette découverte et je vais aller écouter tout ça rapidement pour me nourrir de toutes ces infos. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et d'avoir pris un petit peu de votre temps. Pas de souci, avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.